GMExport, ben, écoutez, c'est un organisme qui est quand même relativement connu dans la région. On est en place depuis 1996, donc on fête notre 25e anniversaire cette année. On est beaucoup connu, surtout à ses débuts, là, concernant l'exportation, beaucoup dans le domaine des poissons et des produits de la mer. Mais depuis quelques années, là, on a diversifié pas mal notre offre là, de services au niveau, entre autres, de la commercialisation et du marketing, du transport logistique, du développement industriel et commercial, et même de l'innovation. On est un organisme qui est reconnu par Développement économique Canada là, au niveau de l'innovation. Et on est aussi fiduciaire de l'ERAC qu'on a pu entendre un peu plus tôt. Donc, on est impliqué là, à bien des niveaux là, au niveau du développement régional. En ce qui me concerne, je suis impliqué beaucoup plus au niveau de l'exportation. Donc, je fais de l'accompagnement d'entreprises dans divers projets qui sont en lien là, souvent avec l'exportation, mais autre chose. Mais quand Guy nous a approché pour discuter aujourd'hui du GMExport, on s'est dit, ben, on va parler, oui, un petit peu du GMExport, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi, qu'est-ce qui se passe présentement sur la planète. Parce que c'est quand même assez paradoxal, la situation actuelle. On a depuis un an, on s'entend que la planète est un peu à l'envers. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'au niveau de l'exportation, mais en théorie, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières, comme on en a pour les personnes. Il n'y a pas de restrictions nécessairement au transport des marchandises, mais il y a des défis. J'ai mis une photo de M. Biden. Je pense que la plupart des gens se sont réjouis là, du changement de régime aux États-Unis en novembre. Suite à la défaite de M. Trump, mais on a échangé de l'imprévisible versus du prévisible. On sait avec Joe Biden à quoi on va s'attendre. Il n'y aura pas de déclaration fracassante, il n'y aura pas de changement cataclysmique. Par contre, on peut s'attendre à du protectionnisme américain renouvelé, un peu comme en 2009, là, sous l'ère Obama, dans lequel M. Biden était impliqué à titre de vice-président. Là, on avait le Buy American, qui spécifie là, la provenance américaine de plusieurs produits qui est impliqué dans la réalisation de projets aux États-Unis. On s'entend qu'on exporte à peu près 80% de nos produits aux États-Unis, donc c'est un client majeur. Et lorsqu'on fait face à des mesures comme celle-là, hein, on dit qu'on a un accord de libre-échange, mais c'est pas si libre que ça finalement, là, lorsqu'il y a des restrictions non monétaires ou non légales à la frontière nécessairement, mais que ce sont des directives d'achat qui font en sorte que nos produits ne sont peut-être pas éligibles dans certains projets. Là. On a affaire à des compagnies maintenant qui achètent des filières américaines qui s'associent avec des compagnies au sud de la frontière justement pour, entre guillemets, contourner ces règles-là. La main-d'œuvre, c'est pas facile. C'était pas facile avant le COVID. Encore là, aujourd'hui, c'est pire que pire. On avait un exemple justement hier d'une de nos grandes usines à Gaspésie, chez Gagnon et Fils, là, à Sainte-Thérèse de Gaspé, que cette année, ben, ils ne font pas de crabe pour le marché japonais. Les Japonais, ils en veulent du crabe, ils sont prêts à l'acheter, mais l'usine a décidé de ne pas le produire parce que la méthode de production nécessaire pour ce type de produit-là demande une main-d'œuvre un peu plus de manutention, donc plus de temps d'homme, donc avec la difficulté de main-d'œuvre, la difficulté d'avoir de la main-d'œuvre étrangère actuellement. C'est pas nécessairement évident de faire venir des Mexicains ou des gens d'ailleurs pour venir travailler avec toutes les règles actuelles. Bien, ils ont décidé de simplement abandonner cette production-là et se concentrer sur le marché local et américain. Donc, on a un petit peu de perte de diversification à ce niveau-là. Des problématiques de chaîne d'approvisionnement. Il y a plein d'entreprises qui voient les opportunités présentement. Il y a la demande est forte. Mais essayez de faire construire un agrandissement pour votre usine ou votre shop, c'est pas évident. Les prix des matériaux explosent, la disponibilité d'entrepreneurs, c'est pas nécessairement évident. On l'a vu, là, l'exemple frappant la semaine dernière avec un bateau viré de travers dans un canal, à quel point le commerce mondial, c'est fragile dans un sens. On parlait de 400 millions de dollars de marchandises à l'heure qui ont été bloquées pendant une semaine. Je n'ai pas fait le calcul d'heure, mais je pense que ça a retardé bien du monde. Ça a eu de l'impact sur le prix du pétrole, sur toutes sortes de choses. Donc, c'est un système, comme on peut voir, le transport des personnes est peut-être retardé, mais les marchandises continuent à circuler. Mais avec la problématique de chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas nécessairement évident de répondre à cette demande-là. Puis évidemment aussi, au niveau de la prospection, c'est plus difficile. On a découvert cette année, un peu tout le monde, là, les capacités que la technologie nous apporte, hein, que ce soit Zoom, Teams, etc., pour faire des rencontres avec les gens. Mais prospecter de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, ce n'est pas nécessairement évident. Avant, on profitait des foires commerciales, des congrès, des colloques, etc., qui sont maintenant virtuels. On s'entendra tous que c'est moins évident de rencontrer des nouvelles personnes comme ça
Ce qui arrive beaucoup au niveau de l'exportation actuellement, c'est que les entreprises se concentrent sur les clients qu'elles avaient déjà il y a 2 ans ou l'an dernier afin de poursuivre leurs activités et ça fonctionne bien. Par contre, à leur rythme, il va falloir s'assurer des prêts. Au niveau des marchés, le défi n'est pas au niveau de la demande. La demande est là. Si on avait quelque chose à vendre, on pourrait le vendre tout de suite. Le défi, c'est au niveau d'y répondre, de la capacité de production. Puis ça, c'est vraiment un sacré défi là, pour nos entreprises là, qui ont besoin de faire preuve de créativité afin de répondre à cette demande. Puis, évidemment aussi, là, je parle d'exportation, mais au niveau plus local, au niveau de commercialisation, là, on peut aussi faire des défis et des tendances. La parole à ma collègue Ève. Oui, merci André-Pierre. On t'a fait un très bon topo au niveau de la situation mondiale. Donc, c'était très, très fidèle à la situation. Ce qu'on remarque aussi, un constat de ce que la pandémie a amené, c'est vraiment un bouleversement des modèles d'affaires pour vraiment plusieurs secteurs. On a voulu, vous voyez que l'approche traditionnelle, hein, c'était assez départemental, tout le monde faisait sa petite affaire, tout allait bien. La pandémie a forcé un peu les choses. Ça a été un peu, la stratégie technologique a pris énormément de place dans la stratégie d'affaires. Ça a impacté un peu toutes les fonctions de l'entreprise. Fait que ça, c'est un élément assez majeur. On veut tous se centrer, se rapprocher du client, être moins dépendant dans nos différentes chaînes là, des autres. Fait qu'il y a eu une petite approche multicanaux là, qui a été développée au niveau des ventes. Prochaine diapositive. Donc, ce qu'on a vu un petit peu plus près de chez nous, comme ce week-end à Québec, quand les restaurants ont fermé, ça, je ne vous apprends rien, mais il y a eu quand même un engouement assez monstre pour ce qu'on appelle les petites boîtes repas offertes par les restaurants. Fait que c'est un bel exemple là, d'entreprises qui ont un peu changé son modèle d'affaires parce que les besoins restent. La demande est là, c'est juste de trouver un nouveau chemin pour joindre le marché. Donc, les entreprises qui vont réussir dans cette fameuse course-là post-pandémie sont celles qui vont s'adapter et celles qui vont s'adapter rapidement parce que le marché est comme nouveau, donc il est à prendre. C'est important d'être proactif dans cette nouvelle stratégie-là. Prochaine diapositive. Fait qu'on a plusieurs tendances là, au niveau de la commercialisation et du marketing qui s'accélèrent. Donc, ce n'est pas des nouvelles tendances. La pandémie a simplement eu pour effet d'accélérer les choses. Les produits québécois, locaux, artisanaux, on observe vraiment un retour à l'essentiel, un retour aux sources. Donc, on veut vraiment être plus autonome, on ne veut pas dépendre des autres, on veut renforcer notre économie locale. On vise l'approvisionnement de proximité dans un peu tous les domaines, des fois pour des contraintes plus techniques, mais des fois aussi juste par souci d'en faire plus pour le Québec, la Gaspésie. On est dans une économie vraiment plus verte, collaborative. On a une conscience pour la planète qui est de plus en plus grande là, versus ce que c'était. Donc, je suis bien contente de voir des présentations comme celle du Fonds Éco-Leader qui va aider vraiment à implanter des nouvelles technologies propres. Il y a aussi, ça c'est un peu un incontournable qui nous touche vraiment beaucoup, nous, chez Gym Expert, tout ce qui concerne les ventes en ligne. Donc, les nouvelles façons de joindre les consommateurs. Et on ne se cache pas qu'Amazon est pas mal le leader de sa catégorie, comme on peut le constater ici sur le graphique. 41% des parts de marché versus les marchands québécois à 25%, 18% pour Canadiens, étrangers à 16%. Il y a deux façons de voir ça. C'est oui, on doit renforcer les marchands québécois, c'est bien certain, dans leur virage numérique, dans leur site transactionnel également, mais on peut aussi, au lieu de bouder complètement Amazon, là, on peut développer l'offre de produits québécois sur Amazon. Fait qu'on va jouer sur les deux niveaux. C'est encore mieux. On est sûr de gagner à ce moment-là. Ensuite, prochaine diapo. Excusez-moi, je n'ai pas le contrôle. C'est à toi, André-Pierre. Ton micro. Excusez-moi. Je parlais tantôt là, des défis présentement dans le domaine de l'exportation, mais qui dit défi dit aussi des occasions à saisir. Ève l'a parlé, au niveau numérique, au niveau commercialisation, ça semble assez évident que la vente en ligne, c'est quelque chose de majeur. Mais quand on vend des conteneurs de crabes ou des pales d'éoliennes ou des maisons, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va trouver sur Amazon.
Il faut voir le virage numérique autrement. Je pense qu'il faut changer nos façons de faire. Je pense que j'ai mis une photo d'un salon commercial pour deux choses. J'en ai soit des gens qui avaient l'air vides pour deux raisons, mais présentement, il y a des foires commerciales qui étaient un des outils de développement majeurs pour les commerces à l'international, mais il n'y en a pas. On a plusieurs d'entre elles qui sont converties en salons numériques. Je pense que c'est une bonne chose et je pense que c'est quelque chose qui va rester à long terme, ce genre de truc-là, probablement de façon hybride éventuellement. Mais les entreprises ont à s'adapter. On comprend que ça fait 50 ans que les choses se font de la même façon avec une poignée de main dans un salon. Ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde de sauter dans le virage numérique, mais je pense qu'il faut absolument le faire, il faut absolument saisir les occasions qui sont devant nous. Aussi, exporter nos services, un peu en lien avec le numérique et la technologie. Maintenant, on l'a vu avec l'engouement du télétravail. Je crois que les technologies d'information réduisent les distances, qu'on soit en Gaspésie ou à Montréal, lorsqu'on vend du service, qu'on vend du... ça n'a pas trop d'importance, finalement. Donc, c'est un atout majeur pour une région comme la nôtre, finalement. On a des entreprises comme, mettons, le groupe Omega qui vient de changer de nom. Malheureusement, pas le nouveau nom sous la main. Active Environnement, les firmes d'ingénierie, toutes sortes de choses comme ça, qui permettent maintenant d'exporter autre chose que de la matière brute. Pas de coûts de transport, qui ne sont pas bloqués à la frontière. Donc, c'est super intéressant. On a aussi des industries émergentes. On parlait un petit peu d'entrée de jeu là, dans l'introduction avant le début de la journée, là, des distilleries, des microbrasseries, maintenant qui s'exportent en Bretagne. Je pense que c'est des choses qui n'étaient pas présentes nécessairement sur le territoire là, il y a 10 ans. On a de nouvelles industries sur lesquelles on doit miser. Puis surtout, le message dans tout ça, c'est qu'il faut planifier la reprise. Le salon, il est vide actuellement. Éventuellement, ça va reprendre. Il faudra être prêt. Il faudra savoir là, saisir les occasions qui vont se présenter devant nous et pas seulement attendre que le téléphone sonne parce que vos concurrents, là, ils vont avoir saisi l'occasion. Olivier? C'est à toi. Ah, OK, tu voulais que je le fasse? Ben, écoutez, excuse-moi, on a une petite confusion. Ben, écoutez, Gmexport, là, comment Gmexport peut vous aider? Ben, on l'a dit d'entrée de jeu, on est impliqué dans divers domaines d'activité. On est une organisation là, qui compte beaucoup là, de répondre aux besoins d'entreprise et non seulement de vendre une offre de service. Donc, on est vraiment clé en main. On peut faire plein de choses pour vous au niveau de la recherche d'informations, la planification stratégique, autant en commercialisation qu'en exportation, activité de formation, d'accompagnement, recherche de financement, des foires commerciales, évidemment, là, au niveau de planification, organisation, et même vous se déplacer, vous accompagner sur celle-ci, ou même y aller à votre place, la gestion de projet. Tout ça, c'est des genres de choses qu'on fait là, pour accompagner l'entreprise. Puis peut-être un rôle qui est sous-estimé de notre côté, c'est qu'on peut vraiment jouer un rôle clé dans l'émergence de nouveaux projets régionaux. T'sais, on a eu diverses réalisations là, dans le passé, que ce soit dans le secteur bois, dans le secteur alimentaire, au niveau de créer des marques plus régionales ou des projets d'infrastructure. On est vraiment des fois un facilitateur ou un instigateur là, de projets régionaux. Puis finalement, ce qui nous démarque, André-Pierre, on peut voir qu'on est un OBNL administré entièrement par des entrepreneurs, donc on est axé sur les résultats. On est des gens terrain, des gens d'action. On a une capacité aussi à mobiliser les intervenants et les partenaires de l'ensemble de la région, que ce soit en Gaspésie, aux îles de la Madeleine et même au-delà. On a aussi un intérêt envers le développement durable de nos secteurs d'activité phares. On est multisectoriel, fait qu'on a quand même une petite expertise là, transversale. Puis, notre expertise est surtout spécialisée en marketing et en développement international, puis on est reconnu par l'ensemble des MRC du territoire. Donc, on est un partenaire clé du développement. Merci beaucoup tout le monde.